300 000. En 2010, il y avait 300 000 pratiquants de trail running en France. 300 000, c'est rien, c'est la population de Montpellier. En 2024, 2 600 000, fois 8,7 en 14 ans. Le trail affiche une croissance annuelle moyenne autour de 12% depuis plus d'une décennie, selon World Athletics, l'ancienne Fédération internationale d'athlétisme. C'est l'une des disciplines sportives à plus forte croissance au monde, avec plus de 20 millions de pratiquants. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça va continuer? Est-ce que dans 10 ans, tout le monde fera du trail? Ou est-ce qu'on va se prendre un mur, comme le CrossFit, comme le Spartan Race, et voir la bulle éclater? La data, ça peut servir à autre chose qu'à optimiser ta VMA ou ton ratio vertical, ça peut servir à comprendre le phénomène trail à grande échelle, à estimer combien on sera dans 10 ans, et à se poser une question encore plus importante, est-ce que nos sentiers vont tenir le coup? Pour répondre, j'ai utilisé les mêmes équations que celles qu'on utilise pour modéliser les épidémies, parce que le trail, c'est un virus social, et je le dis en tant que contaminé. Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'analogie avec un virus est sérieuse, comment construire un modèle pas à pas, d'abord avec un modèle d'épidémio, puis un modèle de diffusion culturelle, ce que ça prédit pour 2040, avec des intervalles de confiance honnêtes, et pourquoi les réponses posent un vrai problème pour nos montagnes. Et petite précision avant qu'on commence, ce que je te montre aujourd'hui, c'est pas une étude scientifique revue par les pairs. J'ai essayé de bétonner la méthode en faisant du calage bayésien, de la vérification des sources littéraires, mettre le code source R sur GitHub, le tout dispo en open source, mais ça reste un projet personnel. C'est un jeu intellectuel de trailer qui se sert de ses outils de boulot pour répondre à des questions qui se posent. Pour faire une vraie étude publiable, il faudrait peer review, il faudrait la validation par des spécialistes en sociologie du sport, etc., et pas seulement le dimanche matin entre deux sorties. Donc, considère ce qui suit comme une exploration sérieuse mais informelle, et pas comme une référence scientifique. Bon, reprenons depuis le début. T'as un pote qui se met au trail. Il revient de son premier 20 bornes, les yeux qui brillent, et il te dit « Oh, c'était dingue, il faut que t'essayes ». Tu résistes un peu. Puis, 2 semaines plus tard, tu te retrouves à acheter une paire de speedcross et à t'inscrire à un trail de 15 km pour voir. 6 mois après, tu te fais de l'UTMB un objectif de vie et tu contamines tes 3 collègues au passage. C'est exactement, et je dis bien exactement, le mécanisme d'une maladie infectieuse. Un contact avec un infecté produit de nouveaux cas, et les nouveaux cas en produisent d'autres. Et la croissance est exponentielle tant que le réservoir de gens susceptibles est suffisamment grand. Première approche, la plus naïve, la plus intuitive, on va prendre le modèle SIRD, ce qu'on utilise pour les vraies épidémies, susceptibles, infectés, recovered, disabled. On va l'appliquer au trail. Alors j'ai mis disable, mais c'est diseased pour les épidémies. J'ai déjà expliqué une vidéo qui explique en détail ce modèle, je vous mets le lien ici. S, les susceptibles, c'est le réservoir théorique. Tous les gens qui pourraient se mettre au trail, mais qui n'y sont pas encore. En France, on compte environ 40 millions de personnes entre 18 et 65 ans, source INSEE. C'est notre réservoir maximum. Évidemment, tous ne basculeront pas, il faut une appétence pour la course en nature, un peu de conditions physiques. Le modèle estimera plus loin la fraction réellement convertible. Les infectés, enfin les actifs, les trailers en activité, ceux qui courent, qui postent sur Strava, qui contaminent leur entourage. R, les recovered, on va dire les retirés, ceux qui ont arrêté temporairement, blessures légères, flemme, gamin qui débarque, boulot, peu importe, ils ne courent plus, mais ils pourraient y revenir. Et D, disabled, ceux qui ont arrêté définitivement, blessures graves, un ménisque, une fracture, retour impossible. Quand ton pote marathonien il se fait une tendinite et arrête 6 mois, il va passer de I à R, s'il se pète un ménisque et qu'il ne recourt jamais, il passe en D. Et quand un retiré rechausse ses baskets après un an de pause, il redevient pas directement actif, il faut se remotiver, racheter du matos, se réinscrire, machin, il repasse par les susceptibles avant de redevenir actif. L'équation centrale, elle est simple à formuler en mots, la variation des actifs égale les nouveaux convertis, moins ceux qui arrêtent, moins les blessures graves. 4 compartiments et 4 flèches entre eux, une par transition, chaque flèche est gouvernée par un paramètre, un taux annuel qu'on devra estimer. Bêta, le taux de contagion, c'est la flèche de S vers I, la conversion d'un susceptible en actif via le contact avec un trailer existant, c'est le moteur de l'épidémie. Gamma, le taux de lassitude, la flèche de I vers R, la fraction des actifs qui décrochent temporairement chaque année. Delta, le taux de blessure grave irréversible, la flèche qui va de I vers D, c'est ceux qui sortent définitivement, et oméga, le taux de retour, la flèche R vers S, les retirés qui réintègrent le réservoir des susceptibles. 4 paramètres à estimer, c'est ça l'enjeu de la calibration. C'est assez intuitif et on voit bien ce qui se passe. Alors attention, c'est un modèle, c'est pas la réalité, on simplifie énormément et on va voir tout de suite qu'il a une grosse limite. Le problème, c'est qu'on a 4 paramètres à estimer. Le taux de contagion, le taux de lassitude, le taux de blessure grave et le taux de retour. Et on a que 5 vrais points de mesure
de la pratique. 2010, 2018, 2019, 2022, 2024. Et tu peux pas estimer 4 paramètres indépendants avec 5 points. Mathématiquement, ça s'appelle être sous-identifié. Il existe des dizaines de combinaisons de paramètres qui produisent exactement la même trajectoire. Le modèle, il est joli pédagogiquement, mais quand on essaie de le caler, il y a 2 paramètres sur 4 qui prennent n'importe quelle valeur, et l'estimation, elle est compatible avec à peu près tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait? 2 options. Option 1, on fixe les paramètres mal contraints à des valeurs raisonnables tirées de la littérature sportive, et on estime plus que le taux de contagion. On verra plus loin ce que ça donne, et spoiler, ça change beaucoup de choses. Ou option 2, on change de cadre théorique et on prend l'outil qui est conçu exactement pour ce genre de problème. Et cet outil existe depuis 1969, il s'appelle le modèle de Bass. Frank Bass, mathématicien marketing, publie en 1969 un modèle qui n'a rien à voir avec les épidémies au sens microbien, mais qui est l'outil canonique pour modéliser la diffusion d'une innovation dans une population. Smartphone, frigo, gravel, Pokémon Go, mode du running dans les années 80, c'est le même cadre. L'idée de Bass, c'est de dire que la diffusion se fait par 2 canaux distincts, et il les mathématise séparément. Il y a P, le coefficient d'innovation, c'est le recrutement par les médias, par la publicité, par les articles, c'est indépendant du nombre de pratiquants existants. Même si tu ne connais aucun trailer, P peut te recruter. Et Q, le coefficient d'imitation, c'est le recrutement par le bouche à oreille, proportionnel à la fraction déjà convertie. Plus tu as de potes trailer, plus Q monte. Et un seul autre paramètre, N, la capacité d'adoption. Combien de personnes peuvent potentiellement devenir trailer en France? C'est la grande inconnue qu'on va devoir estimer. Et, point important, le Bass classique ne modélise pas explicitement la sortie. Donc une fois que tu es trailer, tu restes trailer jusqu'à la saturation. C'est une simplification volontaire. On va voir que ça compte. Avant d'aller au calage, à la calibration, un truc qu'on ne peut pas ignorer, c'est le Covid. Entre 2018 et 2019, le nombre de courses trail en France passe de 2500 à 2570, quasi plateau. Entre 2019 et 2022, malgré ou à cause de la pandémie, on passe à 4200, plus 63% en 3 ans. Et 17% des coureurs actuels disent avoir découvert la course pendant le confinement, selon Union Sport et Cycle. Donc le Covid, il n'a pas freiné le trail, il a accéléré le trail. Tout le monde s'est mis à courir en extérieur pendant les confinements, et beaucoup ne se sont jamais arrêtés. On ajoute donc au modèle de Bass un boost Covid, un facteur qui multiplie le coefficient d'imitation, Q, pendant la période 2020-2024. On a maintenant 4 choses à estimer, P, Q, N et l'ampleur du boost. Tu te dis peut-être, ok, mais tous les trailers sont pas pareils. Un 25 ans qui fait du trail comme tendance Instagram, c'est pas un 45 ans qui fait du TMB chaque année. C'est vrai. Alors voyons les chiffres bruts. Selon les données ITRA, 55% des trailers ont entre 30 et 49 ans. Et qualitativement, les 18-29 ans, ils zappent vite. Quand ils s'inscrivent, ils lâchent plus facilement, basculent vers le gravel ou le paddle à la prochaine tendance. Les 40-49 ans, ils sont surreprésentés. Ce sont aussi les plus fidèles. Quand un 40-49 ans attrape le virus, il lâche quasiment jamais. Ensuite, on a les 30-39 ans, le cœur de cible, forte susceptibilité, forte capacité à revenir après une pause. Les 50-59 ans ont une adoption modérée et un risque de blessure qui commence à grapper. Et les 60 ans et plus sont rares. Mais, et c'est le plus important, cette différence d'âge reste descriptive et pas calibrée. On n'a pas de série temporelle séparée par tranche d'âge. Quand j'ai essayé de calibrer un modèle séparé par tranche d'âge, le critère statistique de comparaison, il m'a dit que ça servait à rien. Donc on va garder la structure par âge comme description ITRA et pas comme prédiction. Ok, maintenant qu'on a posé le cadre, il est temps de regarder ce que ce calage, cette calibration donne. Avant tout chiffre, il faut savoir ce qu'on compte. Et là, surprise, il y a plusieurs façons de compter les trailers en France. La première définition large, c'est celle de Union Sport et Cycle, 2,6 millions en 2024. C'est une enquête déclarative auprès des coureurs français, toutes disciplines confondues, qui déclarent pratiquer aussi le trail, au moins occasionnellement. Ça inclut quelqu'un qui a fait un seul trail dans sa vie. Deuxième définition, restrictive, c'est celle de U-Trail, 1,4 million en 2025. C'est les trailers identifiés, ceux qui pratiquent régulièrement. Et troisième définition, opérationnelle, celle de la FFA, 1,06 million de finishers en 2024, 1,44 million en 2025, c'est le nombre de résultats enregistrés sur des courses officielles. Donc c'est la mesure la plus rigoureuse parce que c'est un dénombrement direct. Et on a un proxy parfait, le nombre de courses trail organisées en France. C'est une série bien fournie entre 2018 et 2025, 2500, 2570, 4200, 4268, 4968, 5950. FFA, comptage officiel. Donc j'ai calé le modèle de Bass séparément sur 3 séries, pratiquant USC, finisher FFA, course. Et j'ai vérifié la cohérence croisée, tout colle à 15% près. Je passe sur les détails de l'optimisation avec le
l'optimisation bayésienne sur la grille, les priori issus de la littérature de diffusion, les intervalles de crédibilité à 95% en sortie, tout ça c'est dans le code R qui est sur GitHub. Le résultat principal sur la série pratiquant USC, c'est le bouche à oreille, c'est le moteur. Le coefficient d'imitation Q, il est estimé à 0,12 par an, avec un intervalle resserré entre 0,07 et 0,18, bien identifié. Les médias contribuent assez peu, le coefficient d'innovation P est très faible, autour de 5,10 puissance moins 4 par an. Sans contact avec un trailer réel, le recrutement par les médias seuls, il est marginal. La capacité du marché, elle est très incertaine. N, donc l'asymptote, la capacité de charge, ça a une médiane à 4,7 millions, mais un intervalle qui va de 1,9 à 19 millions avec 5 points de données, on ne peut pas vraiment faire mieux. Le boost Covid, il est réel mais imprécis, médiane autour de 1, c'est-à-dire un doublement temporaire de la contagion pendant 2020-2024, mais l'intervalle va de presque rien à triplement. La prédiction de base pour 2040, c'est médiane à 4,8 millions de pratiquants en 2040, intervalle de confiance à 95% entre 2,3 et 8,8 millions. Le double de l'effectif d'aujourd'hui en médiane, mais avec un facteur 4 entre la borne basse et la borne haute. Et c'est exactement la précision qu'on peut prétendre avoir quand on cale un modèle sur 5 vrais points de données. Maintenant, moment important, reprenons le modèle SIRD de la partie 1. Lui, il a un avantage par rapport au BAS, c'est qu'il modélise explicitement 3 phénomènes physiologiques que BAS ne capture pas. La lassitude, la blessure grave et le retour après pause. Et concrètement, ce sont des choses qu'on peut potentiellement aller chercher dans la littérature sportive. Et c'est tentant de se dire, si on connaît ces taux pour le trail, on peut les brancher directement dans le modèle, sans les estimer depuis nos 5 malheureux points de données. On laisserait alors le calage ne s'occuper que de bêta, N et le boost Covid. Sauf que, il faut faire attention à quelle valeur de la littérature on prend. Première version, brutale, on prend les chiffres du running de masse. Fokema 2018, sur les coureurs route novices, observe près de 30% d'arrêt à 6 mois, on extrapole grossièrement à 25% d'attrition par an pour le gamma. Pour le delta, la blessure qui sort un coureur définitivement, on pose 3% par an, c'est une estimation prudente dérivée de la littérature générale running, et 15% de retour, estimation prudente. Et résultat de ce SIRD-là, il prédit environ 1 million de pratiquants en 2040, 4 fois moins que BAS. Pourquoi ce gouffre ? Parce qu'avec 25% de latitude par an chez les coureurs route et seulement 15% qui reviennent, le bilan net est en perte structurelle, la population active saturerait beaucoup plus tôt. Sauf que ces valeurs, elles viennent des coureurs route, pas des trailers. Donc deuxième version, plus rigoureuse, on va chercher des valeurs littérature spécifiques au trail. Et là, c'est plus rare, mais ça existe. Il y a Hoffman et Fogard en 2012, étude transversale sur les ultra-trailers 161 km, qui montre une cohorte qui vieillit avec elle, âge moyen 44,5 ans, 80% d'hommes, avec une surreprésentation marquée des 40 ans et plus dans les finishers. Signe d'une attrition lente, les gens qui s'y mettent ont tendance à rester. Hoffman et Krishnan, 2014, dans l'Ultra Study sur 1212 ultra-trailers, confirment que 64,6% d'entre eux, donc environ 2 tiers, ont eu une blessure liée à l'exercice dans l'année, mais avec une médiane de seulement 14 jours d'entraînement perdu. Et Viljoen, je sais pas comment on dit, en 2021, revue systématique sur les blessures trail, conclut que l'écrasante majorité des blessures de trail sont mineures, avec des interruptions courtes. Donc le gamma trail, il est plus proche de 0,13 que de 0,25. Et le delta trail définitif, il est plus proche de 0,010 que de 0,03. La blessure qui sort un coureur définitivement reste rare. Donc on refait le calage SIRD avec ces nouveaux priors trail spécifiques, et cette fois en bayésien complet, donc on va plus fixer gamma, delta, oméga à des valeurs ponctuelles, on les laisse libres autour des valeurs littérature avec leur incertitude. Et résultat, le modèle SIRD Trail prédit environ 3,7 millions de pratiquants en 2040, avec un intervalle de confiance entre 1,7 et 9 millions. BAS disait 4,8 millions, avec un intervalle de confiance entre 2,3 et 8,8, donc les deux modèles convergent à environ un quart d'écart sur la médiane, 26% pour être précis. Et leurs intervalles de confiance se chevauchent quasiment totalement. Donc voilà la vraie leçon méthodologique. Elle est en 2 temps. Premier point, un modèle plus riche, comme le SIRD, ça capture plus de mécanismes, la lassitude, la blessure, le retour, c'est physiologiquement, sociologiquement réel pour un sportif. BAS, il simplifie tout ça en « tu deviens trailer, tu le restes ». Le SIRD, il modélise plus finalement le sport. Deuxième point, plus le modèle a de paramètres à estimer, plus il y a d'incertitudes à gérer. Avec 5 points de données, on ne peut pas estimer 6 paramètres librement, donc on doit en contraindre certains depuis la littérature. Et la qualité du modèle dépend directement de la qualité de cette littérature. Running route mal adapté, prédiction divergente, trail spécifique mieux adapté, convergence avec BAS. A l'inverse, BAS simplifie tellement qu'il n'y a que 3 paramètres libres, donc moins d'incertitude liée à l'estimation. Mais il rate des mécanismes et il sous-estime probablement 2024 pour cette raison. Aucun des deux modèles n'est le bon. Le BAS est plus parcimonieux et plus robuste avec peu de données,
Le SIRD est plus fidèle physiologiquement, mais il dépend de la qualité de la littérature pour rester sous contrôle. La fourchette honnête, c'est l'union des deux intervalles de confiance entre 1,7 et 9 millions en 2040. C'est pas un chiffre, c'est une zone d'incertitude, une fourchette, un râteau, vu la taille. Et c'est ça, faire de la modélisation honnête, c'est tester plusieurs cadres avec leurs hypothèses, regarder où ils convergent et où ils divergent, et reconnaître que la fourchette finale dépend autant de la qualité des données que de la qualité des hypothèses de la littérature qu'on injecte. Quoi qu'il en soit, ces prédictions sont toutes choses égales par ailleurs. Dans la vraie vie, les choses ne restent jamais égales. 3 chocs exogènes qu'aucun de nos modèles ne nous capte. Un sport concurrent, pense au paddle. En 5 ans, c'est passé de niche à phénomène de masse. Un nouveau sport outdoor qui émerge demain, du gravel ultra, du swimrun, quelque chose qu'on n'imagine même pas, ça captera une partie du réservoir. 2. Les quotas et les restrictions. On y revient en partie 4, c'est plus qu'un risque, c'est une réalité installée. Et 3. La saturation culturelle. Le trail en 2012, c'était un petit peu underground. Le trail en 2026, c'est dans les pubs Decathlon. Et est-ce que ça refroidit les 18-29 ans qui chassent la tendance? Nos données permettent pas de trancher. Il faut penser au modèle comme un GPS. Il dit entre 1 et 9 millions en 2040, il dit pas exactement 4 766 716. Il recalcule l'itinéraire à chaque virage, et c'est pas en fait une prophétie gravée dans le marbre. À chaque nouvelle observation, qu'on aura en 2026, 2028, 2030, on recale, et les intervalles de confiance se resserrent. Si la trajectoire dévie vers le bas, le SIRD avait raison, et la lassitude joue plus fort qu'on ne le pensait, puis si elle dévie vers le haut, le bas avait raison, et le réservoir n'est pas saturé. Dans les deux cas, le modèle apprend. Bien, maintenant la question qui fâche. Qu'est-ce que ça fait à nos montagnes ? En 2018, l'étude de NG, je ne sais pas comment on le prononce, mais l'étude de NG et ses collaborateurs à Hong Kong a fait une expérience simple mais redoutable. Ils ont mesuré l'état du sol avant et après une compétition de trail dans une zone protégée. Après une seule compétition, la compaction du sol passe de 7,5 à 9 kg par centimètre carré, et ça continue de s'aggraver le mois suivant, pique à 10 kg par centimètre carré. Donc, il faut 7 mois pour que le sol revienne à son état initial. 7 mois. Pour une seule course. La couverture de litière chute de 30% à 24%, le nombre de racines exposées double. Le sentier lui-même s'élargit, passant d'environ 40 à 50 cm de large, et l'incision dans le sol passe de 2,8 à 4,1 cm au pic, un mois après la course. Toujours la même étude sur ce sentier de Hong Kong, une récupération partielle du sol s'observe à 6 mois, mais le sol reste plus tassé qu'avant. Et la revue systématique de Salesa et Cerda en 2020, 53 études analysées sur l'érosion des sentiers en montagne, sélectionnées à partir d'un corpus initial de 299 articles, confirme que ces symptômes sont universels partout où la fréquentation explose. Élargissement des sentiers, création de chemins parallèles, érosion accélérée. Imagine la même chose, avec le double de participants. Et pas un week-end par an, mais tous les week-ends. Et les sentiers, c'est pas que de la terre, c'est aussi de l'habitat de la faune. Le US Forest Service a documenté la distance d'initiation de fuite. Pour les randonneurs, des wapitis fuient à 400 mètres. Pour des VTT, à 750. Pour des coureurs, on manque d'études dédiées, mais étant donné la vitesse et le profil silhouette, c'est probablement plus proche du VTT que de la randonnée. Une silhouette qui fonce, silencieuse, pour un cerf, ça ressemble à un prédateur en phase d'attaque. Chez les tétralières des Alpes suisses, il y a des études qui ont mesuré environ 20% de stress en plus, en quantifiant l'hormone du stress dans les fientes, chez les oiseaux en zone fréquentée. En hiver, une fuite forcée dans la neige, ça brûle des calories que l'animal n'a pas, et en été, c'est l'abandon du nid qui menace. Mais l'étude qui m'a vraiment marqué, c'est Marchand et ses collaborateurs, publiée dans People and Nature en 2025. C'est 10 ans de suivi GPS, 139 bouquetins du massif du Bargy dans les Alpes françaises, et ils ont regardé comment les bouquetins réagissaient à différents événements sportifs traversant leur territoire. Premier résultat contre-intuitif, le Tour de France et le Critérium du Dauphiné, ça dérange quasiment pas les bouquetins. Pourquoi ? Parce que le peloton il reste sur les routes goudronnées, en bas, et les courses ont lieu hors période de mise bas. Donc les bouquetins continuent leur vie normale. Deuxième résultat sans appel, le trail du Jipaet, jusqu'à 1300 participants, ça crée une vague de perturbations massive. Les coureurs traversent les zones de mise bas en juin, exactement quand les femelles ont besoin de calme. Les chercheurs parlent même de corridor de la peur. C'est une zone que les animaux contournent durablement, même après le passage des coureurs. Une course cycliste mondiale qui passe en bas, zéro impact mesurable. Un trail régional qui passe en montagne en mai-juin, impact massif. La vraie variable, c'est pas le nombre de coureurs, c'est où et quand ils passent. Nous, on court en silence, mais la faune, elle, entend un prédateur. Et il y a la question du carbone. L'UTMB 2024, d'après le bilan réalisé par le cabinet Utopie, 18 600 tonnes de CO2 équivalent, c'est comparable à un Grand Prix de Formule 1. Pour une course à pied, le paradoxe est savoureux.
88% de ces bilans viennent des transports, les coureurs venus du monde entier. Le système de qualification internationale contraint structurellement les athlètes à prendre l'avion d'un continent à l'autre pour accumuler des points. C'est la mécanique même du circuit qui génère les émissions. À l'échelle individuelle, Castaignode et ses collègues, dans une étude de 2021 sur l'empreinte carbone des marathoniens, ont estimé le bilan annuel d'un coureur amateur de marathon et ultra-trail, équipement, entraînement, nutrition, transport, autour de 4,3 tonnes de CO2 équivalent. Un seul vol transatlantique pour participer à une course internationale ajoute 3,5 tonnes d'un coup. Pour un Français moyen, dont l'empreinte annuelle est d'environ 11 tonnes, ce seul vol représente une augmentation de 30 à 40% juste pour le sport. Et les chaussures. Une étude du MIT a évalué l'empreinte d'une paire de running à 14 kg de CO2, 65 pièces, 360 étapes de fabrication, majoritairement en Asie, au charbon, et on les remplace tous les 400 à 800 km. C'est la fast fashion du running un petit peu. Maintenant, la partie qui surprend. On a l'impression que le trail, c'est un grand Far West, mais en réalité, les restrictions existent et elles se durcissent. Aux États-Unis, ça fait 40 ans. La Western States 100, sans doute la course la plus iconique de la planète, traverse une zone classée Wilderness fédérale. Le California Wilderness Act de 1984 interdit théoriquement tout événement organisé en zone de wilderness. La Western a été ce qu'on appelle grandfathered, c'est-à-dire autorisée sous condition à ne jamais dépasser 369 participants, qui était l'effectif de 1984, et pour donner un ordre de grandeur, il y a aujourd'hui plus de 6000 candidats pour ces 369 places. Et c'est non négociable. La Hard Rock 100 dans le Colorado, elle est encore plus drastique, elle est plafonnée à 145 coureurs. Et la limite a été calculée par l'organisation de la course en concertation avec le US Forest Service et le Bureau of Land Management sur ce qu'on appelle le Total Fleet on the Trail, le nombre de pieds qui foulent le sentier, en comptant les coureurs, les pacers, les assistants et les bénévoles. C'est ça la métrique pertinente pour l'érosion, et c'est ce qui détermine combien de coureurs on accepte. En France, c'est plus récent, mais ça avance. Toute compétition de trail traversant un parc national, une réserve naturelle ou un site Natura 2000 doit faire l'objet d'une évaluation d'incidence depuis le décret de 2010. La loi Climat et Résilience de 2021 a renforcé les obligations des organisateurs. L'UTMB, la course la plus médiatique de France, a annoncé un objectif moins 20% d'émissions d'ici 2030, a lancé en 2025 sa plateforme UTMB Go de réservation mobilité bas carbone et rendra obligatoire, dès 2026, une contribution carbone pour tous les inscrits, plus un bonus de 30% au tirage au sort pour ceux qui choisissent les options vertueuses. 6000 voitures évitées en 2024 grâce au plan mobilité, soit 200 tonnes de CO2 économisées. Pour la plus grosse course mondiale, c'est un vrai virage. Et les athlètes pros bougent. Kylian Jornet a lancé sa fondation et le Outdoor Friendly Pledge en 2020. Il a déclaré publiquement qu'il limitait son empreinte carbone personnelle liée au sport à 3 tonnes par an. Pour un athlète sponsorisé qui pourrait courir 10 fois plus, c'est pas rien. Aux États-Unis, en septembre 2025, 92 directeurs de course trail, organisant environ 550 événements dans 34 États, ont signé une lettre ouverte en soutien à la Roadness Area Conservation Act, la règle américaine qui protège 23 millions d'hectares de forêts sans route. Et il y a plus de 600 000 commentaires citoyens qui ont été déposés en 21 jours contre sa tentative de rabotage. Côté certification volontaire, l'écosystème se structure avec l'ISO 20121 pour le management d'événementiel durable, le Council for Responsible Sport qui a certifié plus de 250 événements depuis 2007, l'ITRA Green Charter pour le trail spécifiquement et le Green Trail Concept, lancé en janvier 2026 avec ses 67 indicateurs et 3 niveaux de certification, Zegama et Scori, et la première course homologuée en mai 2026. Ok, le constat est sombre, les restrictions arrivent, les athlètes pros se mouillent, et c'est là que le modèle de prédiction reprend du sens. C'est pas pour balancer un chiffre unique comme ça en 2040, la fourchette elle est trop large pour ça, mais pour planifier sous incertitude. La règle d'or en planification environnementale, c'est de prendre la borne haute de l'intervalle de confiance, pas la médiane. Si le modèle dit entre 1 et 9 millions de pratiquants en 2040 selon le cadre, on va dimensionner pour 9 millions, et puis on recale tous les 2 ans avec les nouvelles données. Avec ce garde-fou, le modèle il peut éclairer la capacité de charge des sentiers. Si la borne haute met 9 millions de pratiquants en 2040, on planifie l'entretien et les quotas en conséquence avant la saturation, pas après. C'est ce que fait déjà la Hard Rock 100 avec ses 145 places fondées sur des comptages biophysiques. Les fenêtres de quiétude pour la faune, on croise les prédictions de fréquentation avec les périodes sensibles, l'étude Marchand le rappelle, le problème c'est pas le nombre de coureurs en absolu, c'est où et quand ils passent. Donc décaler une course de mai à septembre, ça peut suffire à protéger les bouquetins. Enfin, le ciblage des actions et de sensibilisation, les données ICTRA suggèrent que les 18-29 ans sont les plus influençables. Ce sont eux qu'il faut toucher en priorité avec des campagnes Leave No Trace, pas les 60 ans et plus qui courent déjà sans avoir besoin d'Instagram.
Et les exemples concrets se multiplient. Le Grand Raid des Pyrénées, il impose des écotasses, il interdit toute vaisselle jetable, il sanctionne le bruit perturbant la faune. Le Swiss Canyon Trail, dans le Jura suisse, a affiché un plan de neutralité carbone avec un calculateur Trail to Train pour aider chaque participant à venir en train, avec plateforme de covoiturage, il y a du balisage réutilisable, des ravitaillements locaux, des médailles artisanales en bois et en pierre du coin, et puis il s'engage à soutenir 1 ou 2 projets de biodiversité par an avec les autorités cantonales. Et puis il y a des approches de gestion territoriale qui ciblent pas les courses mais l'ensemble des usages, au cas d'école de Creux-du-Vent, sur le parcours du Swiss Canyon Trail, à cheval entre les cantons suisses de Neuchâtel et du canton de Vaud. Pendant le Covid, ce cirque rocheux, il a vu sa fréquentation exploser, plus de 200 000 visiteurs par an. Et les autorités cantonales ont mis en place dès 2019 des mesures expérimentales, puis un plan d'affectation cantonale en 2023 qui interdit les drones, le camping sauvage, les feux hors zone désignée, qui impose les chiens en laisse, les VTT sur des sentiers désignés, et surtout une canalisation des piétons via des aménagements ciblés autour du belvédère du Solia. Donc il n'y a pas de fermeture brutale, il n'y a pas d'interdiction de course, juste une orientation des flux. Et résultat mesurable, la végétation a recolonisé les zones fermées toutes seules sans intervention humaine. C'est l'inverse de la logique quota dur à la hard rock, c'est la logique design intelligent des sentiers. Les deux marchent, dans des contextes différents, et en épidémiologie, les modèles ils servent pas qu'à prédire la date du pic. Ils servent à décider quand vacciner, quand confiner, quand relâcher. Pour le trail, c'est pareil. Le modèle, il dit quand construire, quand fermer, quand éduquer, toujours en prenant la borne haute, jamais la médiane. Bon, on récapitule. On est parti d'un modèle assez simple, le SIRD à 4 compartiments, on a basculé sur BASS, l'outil canonique de la diffusion d'innovation, plus parcimonieux, BASS prédit 4,8 millions de pratiquants en 2040, et quand on revient au SIRD en y branchant les bons paramètres de littérature trail spécifique, il prédit 3,7 millions. Donc les deux modèles convergent à environ 23% sur la médiane. C'est beaucoup mieux que ce qu'on obtenait avec des paramètres mal adaptés. La fourchette honnête, c'est l'union de leurs incertitudes entre 1,7 et 9 millions en 2040. Donc c'est pas un chiffre, c'est une zone qu'on resserrera à mesure que les données arrivent. Le moteur principal, c'est le bouche à oreille, pas les médias. Tu cours, tu en parles, tu contamines. Le Covid a joué le rôle d'accélérateur, pas l'inverse. La leçon numéro 1 de la modélisation, c'est un modèle est utile pour comprendre les mécanismes et donner des fourchettes raisonnables, surtout quand on a peu de données. Côté terrain, les choses bougent. La Western 100 plafonnée depuis 40 ans, la Hard Rock plafonnée à 145 coureurs, la lettre des 92 directeurs américains pour la Roadless Rule, le pledge de Kilian Jornet, la contribution carbone obligatoire à l'UTMB dès 2026, le plan d'affectation cantonale pour le Creux-du-Vent, qui prouve qu'on peut canaliser sans interdire, le Zegama certifié Green Trail Concept en mai 2026. C'est lent, mais c'est en marche. Alors cette série de vidéos, parce que je pense que ce sera une série de 3 vidéos, elle est partie d'une réflexion. Moi, je suis trailer, amateur, je suis pas un grand trailer, je suis juste un type qui essaie de mettre un dossard sur les épaules une fois par an, et de pas finir dernier, mais je me posais des questions de trailer sur ma pratique. Combien on est vraiment, combien on sera, quel est mon temps prévisible sur la course que je vise, combien de litres je vais devoir emporter pour faire ma course dans le cagnard. Et comme c'est mon métier de manipuler les données, j'ai sorti la boîte à outils Stat. Pas pour faire le malin, mais parce que y a quand même une joie particulière d'utiliser ce qu'on sait faire pour répondre à des questions qu'on se pose à titre personnel, et je pense qu'on est plusieurs pratiquants de trail à se poser ces questions. Et du coup, je pense que je suis parti sur une trilogie. Donc aujourd'hui, l'épidémiologie du trail, modélisation macro à l'échelle d'un pays. La prochaine, c'est la prédiction de mon temps sur une course, donc comment estimer à partir de mes données d'entraînement. La troisième, ça sera sans doute comment est-ce qu'on planifie sa stratégie d'hydratation et de nutrition sur une course longue à partir de modèles de sciences du sport. Donc si vous avez des questions de trailer que vous voulez voir traitées à la mode Data Scientist qui se prend pour Kilian Jornet version Wish le dimanche matin, mettez-les en commentaire. Le code R du modèle et le rapport méthodo complet sont sur GitHub, avec le lien en description. Et la prochaine fois, on parlera de prédiction de temps sur une course longue en trail. Et bien sûr, dites-moi en commentaire comment vous avez été contaminé par le trail, et si vous pensez qu'on est trop nombreux. Voilà, vous savez tout. À bientôt!